À nos côtés aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc Ségolène Modet, maîtresse de conférences en histoire et archéologie grecque à l'Université du Mans. Anthony Robert, responsable des collections et des développements numériques pour le musée et la vallée des grottes de Sauges. Et enfin, Stéphanie Lan, responsable du service patrimoine et médiation de la ville d'art et d'histoire de Laval. Donc bonjour à tous les trois et merci de votre présence aujourd'hui. Donc cette discussion sera l'occasion de présenter votre usage en fait des technologies innovantes à la fois au service de la recherche pour vous Ségolène et aussi au service de la médiation du patrimoine pour vous Stéphane et Anthony. L'innovation peut donc être au service de la recherche scientifique. Cependant, le contenu des découvertes historiques et archéologiques doit faire l'objet d'une médiation afin de le rendre disponible au plus grand nombre. C'est pourquoi je me tourne d'abord vers vous, messieurs. Pouvez-vous, dans un premier temps, revenir sur le lien qui est entretenu depuis plusieurs années entre vos sites respectifs? Non, nous avons commencé avec Dame Modet. Peut-être mieux. Oui, en fait, il n'y a pas de médiation sans contenu scientifique et c'est pour ça, Ségolène, nous vous invitons donc à prendre la parole dans un premier temps. Effectivement, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être passer voilà. Donc, je vais évoquer aujourd'hui un seul type d'usage des technologies innovantes lors d'un chantier de fouille. Il y en a plusieurs, mais de fait, on m'a demandé de me concentrer sur ce qui pouvait ressembler à la 3D. Je vais prendre un exemple de fouille auquel les étudiants ici connaissent bien et auquel je participe, j'en parle beaucoup en cours, auquel je participe depuis des années, donc Megara et Gaia en Sicile. Et pour illustrer un type d'usage, donc vraiment recherche, pour la documentation de terrain et pour la compréhension du terrain, on a recours à des techniques d'imagerie 3D, mais pour nous, ce qui compte, c'est surtout la topographie. Voilà, alors j'ai mis les termes un petit peu plus techniques parce que pour préciser, donc là c'est une photo, alors c'est pas ça hein, le résultat, ça c'est une photographie qui documente l'acquisition des données. Un des enjeux essentiels lorsqu'on fouille, c'est de documenter ce que l'on fouille parce que très souvent on le détruit. Alors pour voir ce qu'il y a en dessous, pour mieux le comprendre, par exemple si on fouille une tombe, on va être amené au bout d'un moment à enlever les ossements pour les étudier ensuite en laboratoire. Et de ce fait, on passe beaucoup de temps, pas seulement à fouiller à la truelle, mais à documenter. Photographies, dessins, relevés, etc. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, les tout premiers chantiers que j'ai faits, on n'avait pas du tout toutes ces techniques. Aussi parce qu'elles étaient beaucoup plus coûteuses, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. On a tout un système de documentation photographique qui permettent, après moulinage dans un logiciel qui s'appelle Metashape, j'ai appris des choses ce midi sur les problèmes, parce que ça fait partie des questions après, problème avec la Russie. Voilà. Donc après moulinage dans un logiciel, on peut obtenir... je reviendrai peut-être à la diapo d'avant. Alors, ça n'a pas l'air de grand-chose parce qu'on ne fouille pas des vestiges très impressionnants à Mégara, en tout cas du point de vue visuel. Mais on a ce qu'on appelle ici un modèle 3D. Alors le problème, c'est que c'est très très lourd. Et donc moi, je ne sauvegarde pas tout sur mon ordinateur, donc je n'ai pas réussi à retrouver la version 3D. Mais sachez que ça, c'est à la fois une image et en même temps, dans certains logiciels, on pourrait la faire pivoter et avoir des éléments sur le relief. Notamment, il y a des petits bouts de mur qui sont visibles sur cette photo. Ce qui est très précieux pour nous du point de vue de la recherche, c'est qu'avec ce type de modélisation 3D, qui est réalisé par des spécialistes, nous, archéologues, on n'a pas toujours les compétences. Donc là, en l'occurrence, c'est un photographe qui spécialisé là-dedans qui vient sur la fouille, ou sinon ce sont des architectes spécialisés dans le patrimoine quand on a un peu plus d'élévation. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Là, c'est une vue d'ensemble du sondage qu'on a fouillé il y a 2 ans, avec surtout une mesure exacte des profondeurs qui sont très importantes en archéologie, d'où l'intérêt pour nous de la dimension 3D, mais aussi des mesures en plan. C'est-à-dire qu'ici, on se sert de ce type d'image pour calculer de façon très précise les dimensions des murs, les distances entre tel ou tel élément. Or, évidemment, si on prend juste ce qu'on a fait longtemps, une photographie avec une perche, ou même avec un drone,
il y a des déformations. Donc ça, c'est un type de technologie innovante qui se développe depuis quelques années, qui a quand même considérablement amélioré la documentation qu'on peut fournir sur littéralement ce qu'on fouille. Parce que ce que vous avez là, ça a disparu aujourd'hui. C'est-à-dire, pas que il y a des petits problèmes de fouilles clandestines à Mégara, mais c'est aussi que nous, depuis 2 ans, on est descendu, on a trouvé des nouvelles choses. Donc l'état qu'on a ici documente quelque chose qu'on ne peut plus retrouver sur le terrain. Et il y a 2 autres aspects. Donc là, ce ne sont pas mes fouilles, mais peut-être pour aller sur la question des tombes et des lieux clos, puisque je crois qu'il y a une grotte qui est impliquée, vous pouvez passer. Voilà, alors désolé, c'est un peu. Je crois qu'il y a des étudiants qui ont déjà entendu parler de cet exemple. On utilise aussi la modélisation 3D en archéologie funéraire, pas seulement pour documenter, mais là vraiment pour réfléchir sur ce qu'on a fouillé. C'est Dominique Castex, qui est une anthropologue du CNRS, qui a été appelée pour fouiller. Ils ont trouvé dans une catacombe romaine, en faisant des restaurations, une pièce qui était, ça c'est il y a une dizaine d'années, une pièce qui n'était pas documentée, dans laquelle, de toute évidence, c'est la photo en haut à gauche, il y avait probablement, je crois que ça descendait de plusieurs mètres, des centaines de squelettes qui avaient été placés là, probablement suite à une épidémie, et pour essayer de comprendre comment s'était constituée cette fosse commune. La modélisation 3D a été utilisée pour passer l'image de gauche, qui est une reconstitution de l'amoncellement des squelettes tels qu'ils ont été trouvés, et l'image ici, c'est une reconstitution en volume. Voilà. Donc là, par exemple, ce qui illustre ce modèle 3D, c'est qu'on n'a pas pu mettre ensemble tous ces gens. Puisque vous voyez que si on redonne de l'épaisseur à tous ces squelettes, ils dépassent d'1 mètre le niveau du plafond. Donc ça a permis de progresser dans la compréhension du fait que, de toute évidence, ça avait été fait en plusieurs fois, où il y avait eu des techniques, désolé pour voilà, notamment avec de l'HO qui permettait de réduire le volume des corps. Donc là, ici, la 3D a permis de tester plusieurs hypothèses sur la constitution de cette fosse commune. Et il y a un tout dernier usage, là aussi, qui est un usage de la 3D pour pas seulement documenter, mais surtout essayer d'interpréter. Alors c'est un collègue, qui s'appelle François Fouriot, qui a travaillé à Pompéi. Donc là, ce que vous avez, c'est un enclos funéraire reconstitué en grande partie de Pompéi. Donc c'était des petits enclos, et sous la surface du sol, il y avait des incinérations en vase qui étaient mises en terre, parfois des petites stèles, et probablement des rituels funéraires, parce qu'ils ont trouvé énormément de céramique dispersée partout. Et François Fouriot a essayé de comprendre s'il y avait une logique. Est-ce que c'est juste des restes de poubelles? Est-ce qu'on a jeté les vases n'importe comment? Et il a essayé de modéliser le geste funéraire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a brisé ces vases en partant de leur dispersion constatée au sol. Donc ça, c'était surtout un travail avec des logiciels de systèmes d'information géographique pour étudier la dispersion, mais à la fois pour la comprendre et surtout pour la rendre plus claire pour le public, il a pu réaliser une petite vidéo, si elle marche, donc là, qui normalement montre la... C'est bon. Quand on rentre dans un enclos, donc ça typiquement, ça utilise les fameux modèles 3D acquis sur le terrain. Sauf que là, voilà. Donc, à partir des fragments répartis par terre, donc, vous avez ici un exemple. Alors, j'espère qu'on arrivera tous à en faire plus à l'avenir. Pour moi, assez impeccable. Où on a quelque chose qui visuellement est relativement efficace et qui permet en fait de rendre, je trouve assez clair, une démarche de recherche extrêmement pointue et précise. Donc de ce point de vue-là, à la fois pour sa démarche de recherche et pour la médiation et la valorisation de la recherche, je trouve que ce type de production est très efficace. Pour tout vous dire, on rêve un peu d'arriver à faire ça à Mégara, mais on n'a pas encore de contexte assez intéressant. Peut-être un jour. Merci pour cette
cette présentation. Donc cette fois-ci, vraiment, on va passer à vous, messieurs. Plus axé évidemment ici autour de la médiation du patrimoine. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le lien qui est entretenu depuis plusieurs années donc sur vos sites, ou en tout cas entre vos sites, et aussi l'usage des technologies, et nous parler des dispositifs innovants qui sont aujourd'hui en place dans vos sites respectifs? Alors Laval, ville d'art et d'histoire, et les nouvelles technologies, c'est une longue histoire, pour tout dire, qui va débuter en 2003 à l'instigation de François Daubert, qui était alors maire de Laval et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est l'un des fondateurs du Salon mondial Laval Virtual qui se déroule dans notre ville chaque année au printemps. François Daubert, grande carrière politique et par ailleurs grand amateur d'histoire. Il était passé nous voir au service en nous sondant et en nous demandant si on n'avait pas une idée pour mettre en valeur le patrimoine de Laval. Alors c'est vrai que c'était une demande au départ qui nous a particulièrement surpris. Et puis on y a répondu rapidement, favorablement, en redonnant vie par l'entremise d'une société locale qui s'appelait Nautilus à une véritable pièce d'archive qui est en fait le premier plan connu pour la ville de Laval, qui date de 1753, qui avait été mise en œuvre à l'époque pour des raisons fiscales. La municipalité cherchait à positionner dans l'espace urbain ces barrières d'octroi. Et donc, on s'est lancé dans un projet de plusieurs années qui a permis, grâce à la réalité virtuelle, de redonner vie à cette ville du milieu du XVIIIe siècle, avec possibilité pour le public, par l'entremise d'une salle de projection, de lunettes 3D, de vivre une expérience immersive dans la ville de Laval d'époque Louis XV. Voilà, ça a été notre première démarche, qui était une démarche, vous l'aurez bien compris, renvoyant plutôt à de l'émotion, du dépaysement, une façon quelque part de réenchanter le patrimoine. Ça a constitué finalement une première étape qui a marqué les 10 premières années de nos travaux dans le domaine des nouvelles technologies. Et puis par la suite, on a franchement évolué à partir des années 2010, où là on a commencé à mettre en œuvre des dispositifs qui allaient servir d'outils pour les médiateurs du patrimoine, avec en particulier une première maquette évolutive du château de Laval qui a été mise en œuvre en 2014 et qui est encore utilisée aujourd'hui, et qui permet naturellement, en préambule de la visite commentée du site, eh bien, de revenir sur les grandes phases d'évolution du site à travers l'histoire. On plante le décor, comme au théâtre, et puis une fois que le public a parfaitement, par l'image, appréhendé les grandes phases d'évolution du site à travers l'histoire, on peut véritablement partir à la découverte de ce dernier. Puis dans ce cadre-là, on a développé d'autres outils qui ont répondu aussi à des problématiques ponctuelles. On avait eu l'occasion de remarquer en particulier que lorsque l'on présentait les chapiteaux historiés, les chapiteaux romans du XIIe siècle de la basilique d'Avenières, eh bien, comme ces derniers sont quand même installés à près de 2,50 m de hauteur, c'est pas facile de voir concrètement ce qu'on nous montre, d'où l'initiative qu'on a pris avec les services du Conseil départemental de la Mayenne en 2017-2018 de faire modéliser ces chapiteaux et de les rendre accessibles par l'outil tablette. Donc, réalité virtuelle, modélisation, réalité augmentée et également, c'est ce qui figure sur la troisième illustration sur le diaporama. On a lancé au milieu des années 2010 une visite de la crypte archéologique qui se trouve sous le logis du château de Laval et qui permet de comprendre, notre château de Laval est une espèce de jeu de poupée russe, que sous le château actuel, il y a un château plus ancien. Voilà, et que c'est ce château plus ancien, en l'occurrence ce château du XIIIe siècle, qu'on visite sous le château du XIVe.
Et malgré tout, effectivement, sur cette démarche de temps de médiation qu'on appelle la spéléo-visite, vous l'aurez compris, on met en avant plutôt le côté aventureux, on a des casques, on a des lampes, on part en exploration, mais pour nous, c'est un prétexte à réaliser une sensibilisation à l'archéologie du bâti. On avait des difficultés à ce que notre public s'oriente, parce qu'on est sous terre, on vient de réaliser un parcours de 20 mètres et puis on est entouré de murs. Donc là, face à un médiateur qui nous dit, alors là, il faut imaginer que vous avez devant vous la tour maîtresse, on est au milieu du fossé, on sentait bien que les gens étaient troublés. Donc on a eu besoin de mettre en œuvre, là encore, avec une entreprise locale, un outil de réalité augmentée qui a permis de faire réapparaître directement sur la tablette les choses que les médiateurs tentaient, vaille que vaille, jusqu'alors de présenter. Ça, c'est ce qui est venu clôturer notre deuxième phase, c'est-à-dire la création d'outils de médiation supplémentaires en appui du discours des médiateurs. Et puis depuis, on va dire globalement, la crise sanitaire, on est entré dans une troisième phase, une troisième étape, qui met plutôt en avant l'appel aux nouvelles technologies pour tout ce qui va toucher à l'accessibilité, avec des projets qu'on a développés ces derniers temps, en particulier sur le site Castral de Laval, renvoyant aux problématiques suivantes. Quand vous êtes une personne à mobilité réduite, impossible pour vous de visiter la tour maîtresse du XIIIe siècle et sa charpente absolument remarquable. Donc je conseille la visite. Voilà, parce que de toute façon, on ne montera jamais un ascenseur ou un monte-charge à l'intérieur d'une tour du XIIIe siècle. Impossibilité également d'accéder à la chapelle et de réaliser la spéléo-visite. Donc on est parti aujourd'hui sur la mise en œuvre de dispositifs qui nous ont permis de scanner en 3D avec le principe du nuage de points l'ensemble de ces sites et de les proposer aux personnes à mobilité réduite via, dans un premier temps, une expérience immersive au casque de réalité virtuelle. Et puis on a élargi finalement ce dispositif l'année passée parce qu'il y a toujours malgré tout une certaine réticence du public à endosser un casque, notamment parmi les plus âgés. Et puis on gardera aussi en tête que pour les moins de 12 ans, c'est quand même vivement déconseillé. Donc on est passé aujourd'hui sur un mode qui va permettre à tout à chacun, via un QR code et un simple smartphone, d'avoir accès à ces circuits de visite virtuelle, avec la volonté depuis l'année passée de rayonner, de faire rayonner ces outils-là au-delà du simple emploi de l'accessibilité, parce qu'on a travaillé en particulier pour les textes avec le youtubeur Nota Bene. On a justement donc une petite vidéo de ce que vous avez proposé. Voilà, ça c'était le teaser vidéo qui a tourné sur nos réseaux. Après, effectivement, l'outil se présente de cette façon-là. Vous survolez d'abord le site en mode drone, et puis après, vous entrez à l'intérieur du monument, que ce soit à l'intérieur de la chapelle, à l'intérieur de la tour maîtresse, et vous allez pouvoir découvrir ces sites à votre rythme, et donc avec les commentaires de notre youtubeur. Stéphane, vous, pour le musée et les grottes de Sauge, vous avez également
non, Anthony, pardon, excusez-moi. Vous avez aussi un historique avec les dispositifs numériques innovants. Est-ce que vous pouvez également nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, sur le site des grottes de Sauges, en Mayenne, on a un site paléolithique qui est vraiment très important dans le Grand Ouest de la France, avec une vingtaine de grottes, dont certaines dont 2 grottes ornées qui sont connues, et une grotte qui a fait l'objet d'une occupation à l'intérieur de la grotte, ce qui est assez rarissime. Donc, c'est des endroits qui sont connus depuis fort longtemps, hein, puisque malheureusement, dès le 19e siècle, ça fait un peu trop tôt l'objet de recherches. Et ce qui fait que peu après ces premières recherches, il y a une prise en main d'un développement touristique qui est organisé par les hôteliers sur place, et ce qui nous amène au fait que 2 des principales grottes du site ont été très lourdement aménagées pour les rendre faciles à visiter au 19e siècle. Donc, c'est pas le cas d'une autre grotte importante du site, la grotte Mayenne Science, qui, elle, a été découverte en 1967. Donc, ouf, on n'est pas passé loin qu'ils la trouvent au 19e, mais heureusement, à quelques coups de pelle près, ils ne sont pas descendus assez profond à l'époque. Donc, c'est une grotte qui est telle que l'ont connue les gens du Paléolithique, c'est-à-dire que c'est pas du tout conforme à ce que attendrait un visiteur de nos jours. C'est vraiment de la spéléologie, hein. Pour aller là où il y a des dessins, c'est non seulement très difficile d'accès, c'est même dangereux à certains endroits. C'est dangereux pour les visiteurs, mais c'est aussi dangereux pour les dessins eux-mêmes, puisque les représentations qu'il y a dans cette grotte sont des tracés au charbon qui datent de 27 000 ans. Donc même si l'entrée avait été aisée, il aurait été hors de question, quoi qu'il arrive, de la faire visiter. Donc la première raison d'utilisation des nouvelles technologies lors de l'ouverture du musée en 2017, ça a été de rendre visible ce patrimoine. Donc pour des raisons de place, aussi de coût, j'imagine, on n'a pas pu faire le choix d'une reconstitution comme ça a pu être fait à Chauvet, Cosca Méditerranée, Lascaux, mais on a eu une numérisation en photogrammétrie de la grotte avec un dispositif interactif qui est projeté dans une espèce de mini-salle de cinéma dans le musée, qui permet aux visiteurs de se promener dans la grotte comme dans un jeu vidéo, un petit peu, puisqu'il y a une espèce de joystick qui permet à un des visiteurs du groupe qui est dans la salle à ce moment-là de se promener dans la grotte. Et après, il y a plein d'éléments de médiation qui viennent mettre en relief les dessins et puis amener des éléments de compréhension. Donc, premier élément, donc, cette salle de projection pour la découverte de Mayenne Science. Et comme c'était le moment où sont apparus les premiers casques de réalité virtuelle qui commençaient à bien fonctionner et à être abordables, on avait aussi un double de cette expérience qui était utilisée le plus rarement, parce que la version la plus pratique, la plus facile, ne serait-ce que pour ce qui a été évoqué tout à l'heure, les questions d'âge, la version la plus courante, évidemment, c'est de projeter sur écran. Mais de temps en temps, on le proposait aussi avec un casque de réalité virtuelle, bon, avec les limites que ça a, hein, comme ça a déjà été dit, limite d'âge, et puis appréhension de certains visiteurs pour l'utiliser. Donc ça a été vraiment la première utilisation, dont je pourrais dire que c'était vraiment très archéologique, quoi, au niveau du contenu. Après, on s'est mis à utiliser un autre type de casque, qui n'est pas qui n'est pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité mixte. Donc c'est ce type de casque-là. Vous pouvez voir, c'est transparent, hein, au niveau de la visière, ouais, de ce que l'on voit. Du coup, ça suscite beaucoup moins de réticence, et ça a permis de développer d'autres types d'applications où on ne va pas chercher à montrer le plus fidèlement possible un site archéologique, mais on va essayer de donner autre chose à voir. Enfin, d'utiliser cette technologie pour proposer des choses plus inattendues. Donc là, je fais allusion, je vous le dis pour vous, parce que je ne sais plus trop si c'est à ce moment qu'on devait évoquer ça, à l'origine. Je peux en parler maintenant ou tout à l'heure? Ah oui, il y a la vidéo. On va attendre la vidéo. Donc, on a fait plusieurs applications et on en a encore des nouvelles qui sont en développement avec ces casques-là. L'intérêt, c'est que plutôt que de vous projeter dans un environnement virtuel, il va faire apparaître dans l'environnement réel des choses qui vont vraiment être là de façon très réaliste. On va vraiment avoir l'impression que c'est là. Donc, les 2 productions les plus abouties qu'on a faites avec ça, qui ont été présentées sur le site de Sauges, sont de nature différente. Il y en a une qui s'intitule All Origin
Il s'agit d'une exposition en réalité mixte. Vous avez quelques photos du dispositif ici. Donc c'est conçu comme une exposition interactive. Au niveau du contenu, ça parle des dernières recherches, des dernières avancées qu'on a eues sur la compréhension de l'art des cavernes, des recherches d'un chercheur qui s'appelle Jean-Loïc Lequellec, dont le questionnement n'a pas été, comme c'est le cas depuis plus d'une centaine d'années, que veulent dire ces dessins, parce qu'il y a eu, à chaque génération de chercheurs, il y a eu des différentes interprétations, et au final, comme c'est complexe de prouver ce qu'on avance comme interprétation, voilà, tout ça se remettait sans cesse en cause. Le questionnement de Jean-Loïc Lequellec, et ce qu'il a exposé dans son livre « Les cavernes originelles », c'est pas que veulent dire ces dessins, mais pourquoi, pendant presque 30 000 ans en Europe, on est allé dans des grottes difficiles d'accès, dangereuses et en profondeur, pour y faire ces dessins. Donc nous, on a choisi d'évoquer ça à travers une exposition interactive, où on présente de façon poétique les propositions de Jean-Loïc Lequellec. Donc en fait, le principe de fonctionnement, c'est que vous avez une exposition avec des statuettes, et à chaque fois que vous allez vous approcher d'un socle, le casque va repérer le QR code, il va vous proposer de poser votre main sur une petite main qui flotte en l'air, parce que ça apparaît sous forme d'hologramme, et il y a des choses qui vont prendre vie dans votre environnement, pour à chaque fois vous donner de façon poétique une petite partie de l'explication. Donc voilà, alors bien que ça ait un ton poétique, on a quand même fait relire les contenus aux chercheurs en question qui les a validés. Si vous voulez, on a le petite vidéo justement pour montrer à tous. Si ça veut bien fonctionner. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de l'apparition des humains et des animaux sur Terre, racontée par mon peuple au Paléolithique. De son passage subsistent de nombreuses œuvres pariétales, dessins, peintures, gravures. Depuis longtemps, les archéologues tentent de déchiffrer le sens des figures dessinées dans les grottes, mais personne jusqu'ici n'a vraiment prêté attention à leur expression symbolique. Il vous suffit de regarder le nombre des grottes ornées présentes dans le monde et leur récurrence graphique, et de laisser votre imagination prendre le pas. Voilà, donc je parle maintenant, si vous voulez, de l'autre dispositif. Donc ça, c'est la première chose qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose vraiment d'abouti, qui a bien fonctionné avec le public, puisqu'avant il y a eu des essais, mais le temps de voir un peu comment ça fonctionnait, et puis de voir comment faire quelque chose de bien compréhensible et utilisable avec le public. Voilà. C'est à partir de cette appli-là que ça a commencé à faire des choses dont nous étions satisfaits. Et du coup, l'étape d'après, ça a été d'emmener ces casques dans une grotte. Et dans la grotte Rochefort, donc qui n'est pas une grotte ornée, mais où on a eu la moitié d'une grande salle qui a été fouillée, ce qui a permis de découvrir quelque chose d'assez inhabituel. C'est qu'une grotte en profondeur, qui est quand même une salle d'une grotte qui est assez loin de l'entrée, en fait, qui est loin du porche, a été occupée à des fins de vie quotidienne, au dernier maximum glaciaire. Donc c'est des choses assez inhabituelles. Et évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est qu'on a retrouvé beaucoup d'objets, beaucoup d'outils qui ont été fabriqués. On a retrouvé des objets d'art mobilier. Curieusement, là, il n'y a rien sur les parois, mais par contre, il y a plein de plaquettes gravées avec des représentations d'animaux ou des choses difficilement lisibles, mais où on voit qu'il y a des choses qui ont été tracées dessus. Et puis surtout, comme ils ont consommé de la nourriture à l'intérieur, et qu'ils ont eu tendance à un petit peu se débarrasser de tout dans le fond de la grotte,
le fait qu'on ait jeté à cette époque-là énormément des centaines d'ossements d'animaux dans la grotte a fait qu'ils se sont très bien conservés. Donc ça fournit un formidable échantillon pour savoir tout ce qui pouvait se promener dehors à cette époque-là. Et donc là où ça représentait une avancée par rapport à l'utilisation de ces casques, c'est par le fait que dans la précédente expérience, même s'il y avait plusieurs visiteurs qui faisaient l'expérience en même temps, chacun était dans sa propre expérience. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas les choses en même temps. Ils étaient à leur rythme, et puis c'est juste qu'ils le faisaient simultanément. Là, la nouveauté, c'est que tout est en réseau, et on peut avoir jusqu'à 7-8 casques qui sont en réseau avec une tablette qui est manipulée par le médiateur. Et le médiateur, au fur et à mesure de son discours, avec sa tablette, fait apparaître des choses que tout le monde voit apparaître simultanément sur le chantier de fouille. Donc ça permet d'illustrer vraiment efficacement le propos. Et le final, un peu en gros, c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est qu'il y a même des choses qui apparaissent derrière le public, puisque pendant toute la présentation, les visiteurs sont contre la barrière. Or, seule la partie qui est derrière la barrière a été fouillée, pour différentes raisons. Et il se trouve que les archéologues pensent que potentiellement, l'endroit où il y a le plus de choses, c'est dans la partie qui n'a pas été fouillée. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la barrière, plus il y a des choses. Et ils pensent que c'est là qu'il y avait le foyer. Donc, à un moment, à la fin en fait, de la présentation, on entend le son. Et on parlait du son tout à l'heure ce matin. Comme le son est spatialisé avec les HoloLens, on entend bien que le son vient de derrière. Les visiteurs se retournent et ont la surprise de voir les gens du Paléolithique autour de leur foyer qui vaquent à leurs occupations. Donc ça, c'est la deuxième application vraiment qu'on a développée avec ça. Donc on a vraiment l'impression de voir les gens, enfin les personnages de la préhistoire qui prennent vie à nos côtés. Et ça permet aussi de bien expliquer justement le chantier de fouille, puisque nous, évidemment, on a une modélisation du sol, de l'endroit qui a été fouillé. Ça n'a évidemment aucun intérêt de la faire apparaître dans les casques, puisqu'ils ont le vrai chantier de fouille devant eux. D'ailleurs, on ne pourrait pas, parce que compte tenu du nombre de polygones de tout ça, le casque ne suivra pas, puisque ça marche avec... c'est tout embarqué, c'est pas relié sur un ordinateur, donc c'est pas non plus des machines extrêmement puissantes. Mais par contre, le fait d'avoir en stock le modèle 3D de la grotte et du chantier de fouille notamment, permet, dans le logiciel où on fabrique ce qu'on affiche, de positionner très précisément tout ce qu'on veut montrer à l'endroit où ça a été retrouvé, d'après les plans qu'ont fait les archéologues. Donc par exemple, à un moment, quand on explique quels restes d'animaux ont été retrouvés dans cette cavité, c'est vrai qu'avec la préhistoire, il y a beaucoup de clichés, et parmi ces derniers, il y a notamment l'histoire de la chasse aux mammouths, ça c'est encore assez répandu. Et quand on affiche en utilisant une tablette des petites billes de couleur à tous les endroits où on a retrouvé des ossements de rennes ou de chevaux, et qu'en comparaison, on affiche partout les restes de mammouths qui ont été retrouvés, vous êtes à 1 ou 2 restes de mammouths et contre plusieurs centaines de restes de rennes ou de chevaux. Donc là, c'est assez parlant. Donc voilà, c'est ce que ça me permet de faire. Je crois aussi que vous nous aviez parlé de jeux vidéo sérieux que vous utilisez aussi. Oui, alors ça c'est un des premiers dispositifs pour lequel on a vraiment travaillé, qui a vraiment été réalisé en interne. C'est un jeu vidéo qui parle d'un voyage dans le temps, où les explorateurs du temps traversent les différentes époques de la préhistoire qui sont représentées sur le site archéologique de Sauges, enfin sur le site de Sauges, avec le jeu étant un prétexte à faire passer pas mal de contenu en fait, sur la préhistoire du site. Donc ça, c'est un dispositif qu'on est en train de renouveler, parce qu'en fait, ça a été mis en place un petit peu avant le Covid, donc ça commence un petit peu à dater, et le but, c'est quand même de ne pas présenter quelque chose qui a un aspect obsolète, surtout par rapport aux jeux vidéo actuels. Donc là, on travaille sur un nouveau jeu qui va plutôt valoriser la nature du site. Donc l'idée, c'est de donner envie aux gens qui auront essayé le jeu vidéo et découvert de nombreuses espèces sauvages qui sont présentes sur le site de Sauges, parce que c'est pas seulement un site préhistorique archéologique important classé, c'est aussi une zone naturelle protégée, avec des plantes rares, des orchidées, avec des espèces rares aussi. Donc l'idée, c'est d'utiliser le vecteur du jeu vidéo pour faire prendre conscience de cette nature à préserver, puis
quelque part utiliser le jeu vidéo pour leur donner envie de sortir dehors et d'aller voir en vrai tout ce qui les entoure. Alors, si l'usage des nouvelles technologies ouvre de nombreuses possibilités pour comprendre et transmettre le passé, elle soulève aussi des limites, comme on a pu commencer à le voir. Donc, est-ce que vous avez été, vous, confronté à ces enjeux, à ces contraintes ? Les limites, on a pu déjà commencer à les évoquer tout à l'heure. Effectivement, les publics que l'on reçoit sur nos actions de médiation peuvent être parfois un petit peu décontenancés par certains outils. Moi, j'ai des souvenirs justement de projections assez épiques de notre maquette virtuelle à Laval 1753 au début du XXIe siècle, où effectivement, on n'avait pas encore à l'époque l'habitude des vues de drone, mais l'outil réalité virtuelle nous permettait d'avoir effectivement des vues aériennes de la ville du XVIIIe siècle. Donc on se comportait, nous, aux commandes, un petit peu comme des pigeons fous. Et les gens parfois avaient la nausée, quoi. On les voyait retirer les lunettes, genre ben non, c'est plus possible. Donc voilà, il y a ces problématiques techniques là d'usage des outils, même si les générations actuelles sont un petit peu plus familières maintenant. Et puis il y a aussi des problématiques matérielles qui renvoient naturellement aux usages que l'on fait de ces outils en particulier. Il faut savoir qu'en règle générale, lorsqu'on se lance dans ce type de projet, nos collectivités investissent plusieurs dizaines, voire même parfois centaines de milliers d'euros. Donc effectivement, ça coûte cher, alors que la problématique de l'obsolescence, elle arrive assez rapidement. J'en reviens donc à notre maquette historique, Laval 1753. Il y a une dizaine d'années maintenant, nous étions confrontés à la problématique suivante. C'est que en 2003, l'outil avait été conçu par la société Nautilus, qui a fini par déposer son bilan, grâce à un logiciel d'exploitation qui s'appelle Virtools. Et le logiciel d'exploitation Virtools a été racheté à un moment donné par Dassault Systèmes. Généralement, quand le gros rachète le petit, c'est qu'il ne lui veut pas du bien. Donc Dassault Systèmes a fini par faire disparaître Virtools. Donc je me suis retrouvé avec une maquette virtuelle, Laval 1753, dans lequel la collectivité avait investi plusieurs centaines de milliers d'euros, tout en sachant que le jour où l'ordinateur allait cramer, ce qui allait forcément arriver, voilà, je perdais l'intégralité de cet investissement. Voilà. Donc il a fallu à un moment donné sensibiliser nos élus en leur disant là il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'euros à préserver. Puis au-delà de ça, j'y voyais moi de mon côté autre chose. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine parce que notre maquette elle est un petit peu datée aujourd'hui, elle date de 2003, on l'a un petit peu relooké depuis, mais c'est un artefact numérique qui constitue un patrimoine à transmettre aux générations futures. Voyez comment, pour la première fois, une ville a souhaité, par le biais des outils numériques, mettre son passé en valeur, ce qui nous a permis voilà, de débloquer une nouvelle fois des fonds à investir, en l'occurrence 12 000 euros, pour dépoussiérer à la fois notre maquette et puis la passer maintenant sous logiciel d'exploitation d'Unity. Donc maintenant, on est relativement tranquille par rapport à ça. On a un outil qui est pérennisé. Oui, alors bah, évidemment, hein, le problème de l'obsolescence, on l'aura toujours. Hein, il y a aussi le souci que même si le matériel est très très bien et nous donne complètement satisfaction, et comme ces casques que nous on trouve assez extraordinaires, le problème c'est qu'ils n'ont pas été fabriqués pour les musées. Hein. Le fabricant il les a fait pour l'industrie. Hein. Et c'est surtout les gens du musée qui s'y sont intéressés, mais ça ne fait pas le même volume de vente. Donc il y a un moment où les casques on arrête de les produire parce que c'était pas, finalement c'est considéré que même si c'est très efficace d'un point de vue de ce que ça permet de faire, si le monde industriel s'en est pas emparé et n'a pas généré les ventes qu'il fallait derrière,
on finit par avoir aussi les machines qui peuvent ne plus être fabriquées, hein, tout simplement, comme c'est désormais le cas avec ce matériel-là. Donc là, tout pendant qu'on a assez d'avance, hein, assez de stock, et qu'il n'y a pas de casse, et puis que c'est quand même du matériel de qualité, donc ça tient le coup. Mais c'est vrai qu'on sait que forcément, ça met une limite dans le temps. Bon, après les limites, il y a aussi tout ce qu'on avait évoqué, hein, les réticences par rapport au numérique, les âges d'accès. Une autre limite, c'est un peu comment on pourrait appeler ça un peu un effet waouh, qui fait que les gens sont tellement surpris par ce qu'ils voient, parce que souvent, en fait, les visiteurs qu'on voit, ils n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser, alors déjà, pas souvent des casques de réalité virtuelle, parce que finalement, bien que ça existe depuis à peu près 2016-2017 pour les modèles que des particuliers peuvent acquérir, bon, c'est pas si répandu que ça, finalement. Puis alors, en plus, ceux-là qui sont encore autre chose, le problème, c'est aussi qu'ils sont tellement étonnés par ce qu'ils voient que finalement, ils n'écoutent pas ce que ça dit. Et moi, de nombreuses fois, en fait, ils m'ont dit, mais finalement, est-ce que je peux refaire un autre passage de l'expo? Parce que là, j'ai été complètement subjugué par ce que j'ai vu. Donc maintenant, je vais bien écouter, et puis voilà. Donc c'est pas grave, on avait le temps de le faire, il n'y a pas de problème, ça coûte pas plus cher de le faire 2 fois. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un aspect qui était plus gérable dans la grotte, où il y a un médiateur avec qui interagit avec les visiteurs, que lorsqu'ils sont en autonomie, où là, ils ont tendance à aller enchaîner les différents points de vue les uns après les autres, parce que ils trouvent ça chouette, et puis ils sont étonnés, et voilà. Après, voilà, hein, ça n'empêche pas que c'est du matériel, enfin des façons de faire qui me semblent intéressantes, mais ça peut avoir ces limites-là, quoi. Finalement, ça marche presque trop bien, quoi, parce que c'est... J'étais en train de réorganiser mes notes. Est-ce que, parce que je vais commencer 1 ou 2 points, puis après vous me direz si je le garde pour plus tard ou pas. Alors, nous, il y a disons, pour parler au nom du monde de la recherche, et je parle aussi un tout petit peu au nom de... J'en ai discuté avec des collègues de l'INRAP, de l'Institut national de recherche en archéologie préventive, donc que ce soit l'archéologie programmée que je connais ou l'archéologie préventive, pour tous ces usages, on est face à la limite du manque de personnel compétent. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins, alors ça c'est très clair dans la recherche universitaire, il y a de moins en moins de personnes spécialistes de ces technologies, et même si on aime tous être des couteaux suisses, il y a un moment où moi, j'ai pas de formation en informatique, j'ai pas de formation en photographie. Donc ça, voilà, ça crée cette limite-là. Et alors, une limite, mais bon, ça, c'est un petit peu un combat perdu. Par contre, une limite qui rencontre des enjeux, pardon, ça va être un petit peu plombante, mais des enjeux actuels majeurs, c'est la question de l'explosion du coût du stockage, qui est liée au fait qu'avec l'intelligence artificielle, qui explose aussi, il y a le coût pour le stockage physique, y compris, on m'a dit que même les disques durs externes maintenant coûtaient de plus en plus cher. Or, en fait, pour produire ces modèles 3D, nous, c'est un problème parce qu'on gère, dans notre petite équipe, nos archives. En fait, il faut des photos avec je crois que le format, en fait, je ne connais pas très bien, c'est le format RAW, comme cru, merci, qui est extrêmement lourd. Donc, en fait, moi, pour chaque mission, j'ai 50 gigas juste de photographies qui servent à un modèle 3D. Ça demande des ordinateurs très puissants pour faire tourner les logiciels. Tout ça dans un contexte que personne n'ignore ici, où les finances publiques ne sont pas... Voilà. Et un dernier aspect dont on m'a informé ce midi, là aussi très géopolitique, auquel je n'avais pas pensé, le logiciel qui actuellement sert à, en tout cas pour nous, créer les modèles 3D s'appelle Metashape et c'est un logiciel russe. Ce qui fait que depuis peu, c'est ce que me disait une collègue de l'INRAP, ils n'ont plus le droit d'acheter des licences puisque c'est russe. Et donc, il y a un logiciel gratuit qui existe, mais il faut mettre des lignes de code. Donc, voilà, c'est aussi, ça rencontre cette question des nouvelles technologies, finalement, les enjeux de souveraineté numérique qui sont d'actualité et qui, alors, ça n'aura pas des effets dramatiques, mais voilà, qui se posent aussi pour la recherche publique parce qu'on a des injonctions de plus en plus à faire des projets strass et paillettes avec des tonnes de 3D parce que c'est ça qui plaît aux financeurs, et en même temps on nous demande aussi de faire de la recherche pérenne, libre, qui coûte le moins cher possible. Et il y a peut-être un dernier enjeu, donc ça c'est peut-être un cas très particulier, c'est aussi
la question des injonctions qui sont différentes selon les pays et selon les financeurs. On jongle avec, en tout cas dans la recherche universitaire, avec des attendus un petit peu différents sans qu'il y ait toujours les moyens derrière. Mais ça, tous les collègues connaissent ça, même en dehors de l'archéologie. Merci. Et du coup, pour répondre à ces problématiques liées au numérique, notamment dans le domaine de la recherche qui est le vôtre, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou qui vont à l'avenir être mises en place pour pallier à ces limites? Alors oui, tout à fait. C'est pour ça il y a des choses qui sont mises en place. Il y a notamment un environnement, toute une série de ressources qui s'appelle Humanum. C'est des ressources qui ont été développées par l'État français pour notamment nous inciter, et on le voit tous avec plein de nouveaux outils créés pour remplacer, par exemple, pour remplacer Zoom, pour remplacer Google Drive, etc. La difficulté, en fait, outre que le fait que très souvent, il y a un manque de moyens qui font que ces outils sont souvent moins performants que les versions propriétaires, ce que j'évoquais sur le logiciel de 3D. Moi, dans mon cas très précis, qui est celui des fouilles françaises à l'étranger, je vois une autre difficulté. Vous mettez dans votre question le monde de la recherche, et le problème, c'est qu'en fait, il y a des tensions. C'est le monde ou c'est les États. Et moi, alors il y a encore, je suis en Europe, je travaille en Italie. Donc on a aussi, pour ce type de projet, des injonctions et des demandes différentes et des solutions différentes mises en place par l'Italie ou par la France. Et dans un contexte de financement de la recherche qui passe par la mise en concurrence, notamment des pays, voilà. Alors avec les collègues, ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème, les collègues italiens, ou français évidemment, mais on se rend tous compte que voilà, il y a la théorie, la science ouverte, et puis dans la pratique, malgré les outils sont nationaux, on n'utilise pas les mêmes selon les pays, alors qu'on travaille, dans le cas de l'archéologie grecque qui est mon cas, on travaille tous sur un patrimoine, j'allais dire méditerranéen commun, et on essaye de travailler ensemble, mais il y a des moments où sur ces enjeux technologiques, ça crée finalement presque plus de problèmes que de solutions. Et donc pour ce qui est de la médiation, est-ce que en plus de la préservation des dispositifs existants, est-ce que vous travaillez à l'enrichissement, on a un petit peu évoqué, de vos outils? Oui, la plupart du temps, ils sont conçus pour. On se tient au fait de l'actualité, en particulier l'actualité archéologique du territoire. Rappeler en particulier que lors de la fouille de la place de la Trémoille, qui est la place du centre historique située dans l'immédiate proximité du château. Voilà, c'est une fouille importante qui s'est déroulée sur un an et demi. À partir de 2012, eh bien, notre maquette historique, Laval 1753, a été de fait réactualisée. Voilà, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc ça sous-entend là aussi des budgets. Et puis, il a fallu également réinventer parfois ponctuellement nos pratiques, parce que j'évoquais tout à l'heure cette salle de projection, qui était notre outil primitif, alors qui existe toujours. Il faut savoir que nous disposons au sein du vieux château de Laval, qui abrite depuis 1967 un musée d'art naïf, une salle de projection qui est située au 2e étage. Donc un 2e étage auquel on accède par un escalier. C'est très pratique. Donc c'est une belle salle de projection de 40 places, mais vous imaginez bien toutes les problématiques que cela pose en termes d'accessibilité. Et puis ça sous-entendait également pendant un certain nombre d'années que pour faire cette expérience immersive, cette balade dans Laval du XVIIIe siècle, fallait monter là-haut dans tous les cas et venir au château de Laval. Donc dans un premier temps, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que avec une entreprise locale, on a d'abord réalisé un film issu de la maquette virtuelle qu'on peut découvrir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, ce qui permet de se balader avec un petit commentaire d'une 30aine de minutes dans ce Laval du XVIIIe siècle. Et puis on a passé un cap en 2021, après une candidature malheureuse de Laval pour devenir capitale française de la culture. On a malheureusement terminé 2e. Mais lors de cette candidature, on avait fait état d'un dispositif mobile dans lequel on souhaitait investir, qui s'appelle la valise VR, qui est un
un concept de projection de réalité virtuelle immersive qui a été mis en œuvre par une société lavalloise. Une fois encore, on a cette chance de bénéficier d'une pépinière d'entreprises innovantes dans le domaine à Laval. Et donc, grâce à Imagine VR, on a fait l'acquisition de cet outil, alors qui nous a proprement libérés en termes d'usage, parce que maintenant, notre valise VR, sur le principe, c'est un système donc de double vidéoprojection immersif qui tient dans une valise de voyage, petite valise à rollettes de type trolley. Et là, je vous ai mis deux exemples concrètement. Fête de la science dans les locaux du 40. Ici, c'est un centre de loisirs. L'été, donc vous l'aurez compris, maintenant, on peut débouler partout avec notre maquette virtuelle. Il faut juste un espace où je sois en mesure de faire le noir, un mur blanc pour la projection et une prise électrique. Et c'est parti. Donc notre valise VR, elle tourne un petit peu partout. J'avais prévu de l'emmener avec moi aujourd'hui, sauf que elle était justement partie et retenue par l'une de mes collègues ce matin en médiation dans un établissement scolaire. Donc effectivement, ça nous a proprement libéré nos usages. On intervient donc dans les établissements scolaires, dans les centres de loisirs, dans les EHPAD, en maison d'arrêt. Enfin, voilà, notre valise, elle voyage énormément. Voilà, alors pour nous, le musée étant ouvert depuis 2017 et la numérisation de la grotte datant de 2016, on commence à se poser la question de refaire le modèle 3D. Bon, ça, on n'a pas trop de date pour le moment, on est en train d'étudier ça, sachant que maintenant, on a aussi des procédés avec la laser grammétrie qui permettent d'avoir des choses encore plus précises que ce qui a été fait en photogrammétrie à l'époque, et qu'il y a eu des récentes découvertes qui ont été faites dans la grotte par l'archéologue qui l'étudie, en utilisant des procédés de photographie hyperspectrale. Ça a permis de faire apparaître des dessins qui étaient masqués partiellement par les calcites. Et du coup, alors qu'en l'état, ils semblaient être très détériorés, du fait du voile de calcite, quand on les voit avec la photographie hyperspectrale, c'est les mieux conservés de la grotte, du coup. Donc, on va se poser la question de comment on montre ça, comment on explique ça. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. Mais ça, c'est pas tout de suite, forcément tout de suite. Dans les projets actuels, il y a le nouveau jeu, bon, ça va beaucoup nous occuper, on en a parlé, et un projet avec les HoloLens sur un autre site que le site des grottes, sur un autre type de patrimoine, puisque le site des grottes de Sauge est géré par la communauté de communes d'Éco-Évron. C'est pas notre seul site patrimonial, on a aussi la basilique d'Évron. Et on avait déjà, de la même façon que l'an dernier, au moment où il y a un festival musical qui est le festival d'art sacré, on avait décliné notre principe d'exposition qu'on avait fait dans le musée de préhistoire sur une version sur le patrimoine lié à la basilique d'Évron et l'histoire des reliques et tout ça, un petit peu la même chose. Là, on va un petit peu décliner ce qu'on a fait en allant directement sur le site, c'est-à-dire que l'application sur laquelle on travaille avec les HoloLens, qu'on devra proposer cet été, va se passer directement à l'intérieur de la basilique. Les nouveautés, ça va être qu'on va pouvoir afficher des hologrammes de personnages qui ont été filmés et qui vont incarner des personnages de l'époque pour faire passer un petit peu des messages. Ça va nous permettre non seulement... Alors, il faut savoir que la basilique a une partie qui est romane et une partie gothique. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de budget, donc ils ont laissé la nef romane. Tout le reste est gothique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce type de dispositif permet non seulement d'afficher au sol une maquette peut-être de 1,50 m de haut de la basilique romane, pour expliquer un petit peu comment c'était, mais aussi d'afficher la basilique romane à l'intérieur de la basilique gothique, un petit peu plus petit que la taille réelle, mais quand même pas loin, et ce qui fait qu'on peut mettre une église dans une église et aller dedans. Donc c'est sur quoi on travaille pour le moment, cette année. Ça va déjà... Merci beaucoup. Donc, nous avons donc vu ensemble que l'obsolescence du numérique constitue un enjeu important aujourd'hui. Néanmoins, à travers chacune de vos expériences, vous tentez donc de répondre à certaines de ces contraintes, en tout cas celles que vous avez pu citer.
On aimerait donc évoquer avec vous maintenant, avec le recul, quel bilan finalement vous tirez de vos dispositifs en tant que professionnel, mais aussi du point de vue du public auquel sont destinés ces dispositifs finalement. Alors malgré les différentes problématiques qu'on a pu souligner, le bilan il est plutôt positif. Je peux vous assurer qu'en tant que professionnel, il y a 25 ans, j'étais pas forcément convaincu par l'intérêt de l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la médiation. Aujourd'hui, je le suis pleinement. J'encourage d'ailleurs au sein de la structure la mise en œuvre de ce type de projet. Donc un bilan plutôt positif. Gardez à l'esprit que notre démarche nous demeure une démarche pédagogique liée à l'aide à la compréhension du passé, à l'appréhension d'un patrimoine. Donc il nous est souvent reproché de la part d'un public plutôt féru des jeux vidéo, ce manque d'esthétique de nos outils. Mais bon, je pense que vous l'aurez compris, nous l'objectif c'est de planter un cadre, c'est l'évocation à défaut de la restitution, de la reconstitution. On n'est pas là pour en faire un outil ludique à proprement parler, c'est ce que soulignait Anthony tout à l'heure aussi, c'est qu'à un moment donné, lorsque notre démarche va au-delà de ce qu'on avait plus ou moins prévu, il y a un effet waouh qui finit par nuire en fait au message qu'on souhaite transmettre. Donc voilà, tout relève, on va dire aujourd'hui, d'un équilibre savant entre l'attrait de l'utilisation de l'outil, de ce qu'on peut en faire et du message qu'on souhaite également nous transmettre en parallèle. Voilà, donc moi aussi, un petit peu sur le bilan, par rapport à ce que je suis un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'il y a à peu près à la même échelle de temps, j'aurais pas été convaincu, j'étais pas plus sur ces technologies que ça, et puis finalement c'est vrai que étant en Mayenne avec la Val virtuelle, on a l'occasion de voir un peu de ce qui peut se faire, donc on est plutôt content de la mise en place des différentes applications qui ont été faites au musée. À titre personnel, je pense que c'est bien dans la mesure où ça n'est pas le seul dispositif et où c'est juste une partie de l'expérience sur le site. C'est-à-dire que ça me semblerait pas satisfaisant qu'il n'y ait que ça. Je pense que pour l'exemple du site des grottes de Sauges, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir une grotte en 3D, que de toute façon vous verrez jamais. Donc c'est la seule façon qu'on a de vous la montrer, de vous expliquer un petit peu ce patrimoine qui est extraordinaire, parce que vous pensez quand même des dessins en charbon de 27 000 ans, c'est extraordinaire. Mais par contre, vous ne pourrez pas voir la vraie. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois que vous aurez fait la visite virtuelle, ce qui va vous prendre une vingtaine de minutes dans le musée, vous irez voir les autres grottes qu'elles, on peut visiter. Il y en a une qui s'appelle la grotte Margot, vous avez de l'art dedans. Ce sont des dessins gravés, c'est beaucoup moins fragile que des dessins en charbon. Vous allez voir des vrais dessins préhistoriques. Quand vous allez faire le jeu vidéo qu'on prépare sur la nature, l'idée c'est de se dire en fait, tous les endroits dans lesquels je suis allé dans le jeu vidéo et potentiellement les animaux que j'ai vus et que j'ai découverts, je peux aller en vrai sur le site, me promener, parce que ça reproduit finalement le site. Donc l'idée, c'est aussi d'inviter les gens à aller dans les grottes, à aller à l'extérieur. Et tout ça s'inclut bien, finalement, dans le genre où c'est pas la seule proposition. Ça vient en complément de visites plus traditionnelles, d'activités plus ludiques pour les familles, plus en extérieur. Voilà. Alors, du coup, ça va être sur un point un petit peu différent, mais sur comment, effectivement, dans le monde de l'archéologie programmée, de la recherche, on essaye de... Quel bilan je peux tirer de où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et je le dis notamment en tant que... Parce que je gère les archives de Mégara. Et alors, justement, c'est un point qui est très important, c'est que je travaille sur des archives de fouilles. Donc, alors des archives à l'ancienne, hein, du papier, des polaroïdes, des photos. Et... disons que ça touche, cette question de l'obsolescence, elle touche aussi à notre cœur de métier, qui est qu'on est comme nous tous ici, hein, mais nous quand on fouille, c'est des financements publics, ça fait partie de ce qu'on doit faire, qui sont de transmettre des documents pérennes, qui ne vont pas juste servir à nous, mais qui potentiellement, parce que moi ça m'est arrivé, pourront servir dans le futur à d'autres chercheurs.
Donc d'où cet enjeu des formats pérennes. On voit aujourd'hui, avec le recul d'une quarantaine d'années, puisque en archéologie, l'informatisation se développe dans les années 80, qu'il y a plein de, comme je pense en histoire, des bases de données qui ne sont plus utilisables. Je ne vous parle même pas des bases de données des musées italiens où il y a eu, tous les 3 ans, ils ont changé de logiciel. Maintenant, c'est accessible sur des disquettes. Voilà. Et ça, je pense que c'est un problème de beaucoup de services musées en France ou en Italie. Donc petit à petit, pour essayer d'avoir une note d'espoir, petit à petit, avec des injonctions, mais aussi des aides à l'échelle nationale, il y a des guides de bonnes pratiques qui se diffusent. On est obligé maintenant de fournir, avec toutes nos demandes de financement, de fouilles, un plan de gestion de données pour montrer qu'on y a réfléchi. Mais c'est pas évident parce qu'il y a eu... Enfin, moi, je le vois notamment, j'en parlais avec des collègues qui ont 60-70 ans. Il y a eu un moment où le numérique, ça a été la boîte magique. Pour des archéologues qui ont commencé à travailler en faisant des photos développées à l'argentique, le fait de pouvoir, je pense notamment aux photos, prendre des dizaines de photographies, c'était assez incroyable. Aujourd'hui, avec le recul, on se retrouve parfois avec des milliers de photographies. C'est comme si le fait d'avoir fait la photo, ça remplaçait tout. Donc on n'a pas d'informations, on ne sait pas où c'est, il n'y a rien dessus. Voilà. Aujourd'hui, aussi avec les problèmes de stockage que j'évoquais, on rétropédale un petit peu sur cette quantité, on essaye de penser qualitatif. Et donc disons qu'on a une sobriété numérique un petit peu forcée, mais qui pourrait avoir des bons effets sur nos pratiques et sur le fait que de toute façon, la photo ne sert à rien si on ne réfléchit pas. Et que moi, la première, ça m'est arrivé de me dire, fin de journée, je suis fatiguée, bon, je vais prendre plein de photos du terrain et ça suffira, alors qu'il vaudrait mieux que juste je prenne une demi-heure pour faire un dessin, écrire ce qu'on a fait, ce qu'il faut faire. Donc voilà, peut-être que là-dessus, on va sortir un petit peu d'une forme de paresse, en tout cas dans mon cas, pour aller dans le sens aussi de cette sobriété numérique qui va devenir nécessaire. Merci beaucoup. Donc pour finir, aujourd'hui, vous utilisez ces technologies principalement à des fins de recherche ou de médiation du patrimoine, mais est-ce qu'elles peuvent aussi se mettre au service de la préservation de celui-ci, voire de sa restauration ? Oui, ça paraît tout à fait évident. C'est le cas, nous, le lien entre médiateurs et chercheurs au sein de la collectivité Ville de Laval, il est réel. Tout ce qu'on a pu réaliser ces 2 dernières années sur le site Castral en termes de modélisation, de scan 3D à partir de nuages de points, ça a été transmis à mes collègues archéos, naturellement, qui vont s'en emparer pour en faire d'autres usages. Toutes ces modélisations permettent également de fixer l'état du monument à l'instant T. C'est relativement intéressant. Qui aurait imaginé avant le printemps 2019 que Notre-Dame prendrait feu. Voilà, donc c'est toujours utile également de pouvoir disposer de ces données-là. Et puis, à propos du lien qui s'opère naturellement entre la recherche et les temps de médiation, un exemple en particulier, au cours de l'année 2025, on s'est lancé dans un chantier de restauration à Laval, alors un petit chantier, qui est celui en fait d'une très belle statue qui orne le jardin botanique de la Périne. C'est un nu à l'antique représentant la nymphe Psyché. Psyché, elle était bien fatiguée, vous voyez, recouverte de mousse. Et puis au-delà de ça, la pauvre avait vécu de vraies mésaventures à la fin du 19e siècle, parce que sa nudité choquait les Lavallois qui l'avaient mutilée, jetée au bas de son piédestal. Donc elle avait été remisée pendant près d'une centaine d'années, et puis redécouverte et ressortie des réserves en 1983. Voilà, à partir de 1983, la coulée des jours paisibles au sein du jardin, mais voilà, le temps a fait son office et la restauration était devenue nécessaire. Donc là, effectivement, on a fait modéliser en 3D notre psyché. L'objectif de l'équipe de médiation au départ, c'était de se dire, quand la statue va revenir de restauration, alors elle est revenue depuis décembre dernier, là, ça fait quelques semaines maintenant, et on va lancer des ateliers de customise ta psyché que tu pourras déposer au pied du sapin de Noël. C'est ce qui s'est passé.
notre atelier a connu un véritable succès juste avant les fêtes de fin d'année, et donc il fallait reproduire des psychés en miniature. Donc, modélisation de l'œuvre, et cette modélisation, elle a servi aux restaurateurs sur un point bien particulier, parce que il avait un petit peu de mal à raccrocher un élément qui avait disparu de l'œuvre originelle. Cet élément qui avait disparu de l'œuvre originelle, Psyché étant une nymphe, c'est ses ailes de papillon. Et vous voyez que là, concrètement, sur l'œuvre en attente de restauration, elle n'avait plus d'ailes, notre Psyché. Eh bien, voilà, le restaurateur s'est servi naturellement de ce travail de modélisation pour repérer et repositionner les points d'ancrage des ailes que notre statue a retrouvées depuis. Oui, alors par rapport à la protection, enfin à la préservation du patrimoine, évidemment, à chaque fois que nous, par exemple, on modélise une grotte ou on modélise des dessins dans une grotte, ça permet au moins d'en sauvegarder l'aspect que ça a au moment où on le fait. Alors après, avec la limite, tout pendant qu'on peut lire le fichier, évidemment. Hein. Par rapport à la basilique d'Évron, on a eu un modèle 3D complet, intégral de la crypto-clocher intérieur-extérieur qui a été fait du bâtiment. Ça a eu plusieurs usages. Il y a un usage de médiation, puisque ça permet de la transporter dans un casque de réalité virtuelle. Il y a aussi des enjeux de conservation et d'étude du monument, puisque la société qui a fait le modèle 3D a aussi fait un logiciel de mesure, enfin inclut un logiciel de mesure, ce qui permet d'évaluer comment si ça bouge, entre guillemets, s'il y a des choses qui bougent ou pas dans le temps, il y a moyen de prendre des mesures pour voir comment le bâtiment vieillit. Donc ça permet ce niveau-là de conservation. Et puis par rapport à la numérisation des objets, cette fois, un enjeu aussi qui est important par rapport à leur préservation, c'est les questions de vol, par exemple. Et nous, on a eu la problématique lors d'une exposition temporaire pour le Festival d'art sacré, toujours, que j'ai évoqué tout à l'heure, où il y avait une exposition d'une collection de reliquaires. Il y a une assez importante collection de reliquaires à Évron, mais le problème, c'est que le plus précieux n'est pas exposable. Pour des raisons d'assurance, on rentre dans des choses trop complexes au niveau de sécurité par rapport à sa valeur. Et du coup, il a été numérisé en 3D. Et à défaut, évidemment, on aimerait toujours aller dans la vraie grotte ou voir le vrai objet, mais à défaut, puisqu'on ne peut pas vous le présenter dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'objet, eh bien, une fois numérisé, on peut le présenter dans une vitrine holographique. Donc, c'est une vitrine qui va vraiment vous donner un petit peu l'illusion d'avoir l'objet devant vous. Le cas s'est présenté aussi à Sauges l'an dernier. Alors là, c'est pas pour des raisons de sécurité, c'est parce que 2 des objets majeurs retrouvés dans la grotte Rochefort, une plaquette avec un bouquetin gravé et une côte d'ours avec des signes graphiques dessus, ont été prêtés au Musée national de préhistoire. Donc c'était une façon qu'ils soient encore un petit peu présents dans le musée. Voilà. Donc d'autant plus que c'est assez facile maintenant en fait de numériser au moins ce type d'objet. Pour ce qui est des chantiers de fouilles, des grottes ou des basiliques ou des choses comme ça, des châteaux, je pense que jusque-là, c'était encore le logiciel russe qui était beaucoup utilisé. Mais si vous voulez faire une modélisation, par exemple, d'un reliquaire ou d'une statue, en fait, moi, j'avais été assez surpris de constater que les résultats étaient très proches entre le logiciel MetaShape, qui demande vraiment une acquisition. Il faut apprendre à savoir comment faire pour faire l'acquisition des photos. Ça prend beaucoup de temps. Le traitement de calcul est très long pour avoir un résultat derrière. Et finalement, il y avait quelque chose d'un peu vexant, mais qui est quand même assez utile maintenant. Au final, c'est de se dire on s'est formé pour ça, alors qu'avec l'évolution technologique, sur des téléphones portables haut de gamme, avec une application gratuite, on peut obtenir en 5 minutes un résultat qui est quasi identique, qui est vraiment pas loin, hein, franchement, hein, de ce que l'on a en une journée de travail. Voilà. Et là, on va être plutôt sur des petits objets. Donc c'est au moins ce côté pratique que ça rend un peu plus accessible d'un point de vue technique et d'un point de vue du coup la modélisation au moins d'un objet comme une statue qui est posée sur son sol, donc on peut tourner autour, c'est pas compliqué. Après, pour des choses comme une côte d'ours, c'est un petit peu plus complexe pour l'avoir intégralement, mais voilà.
Juste, ça me fait... Cette question de la modélisation, ça m'évoque... Alors, on ne l'a pas fait, on en rêve un peu, c'est l'alliance de la photogrammétrie et de l'IA. À des fins de recherche, c'est-à-dire, on a en gros à Mégara, c'est un endroit un peu sous une ancienne porcherie, on a des centaines de... Il n'y a plus de cochons depuis très longtemps, mais on a des centaines de fragments de stèles funéraires qui ont été trouvés entre la fin du 19e siècle et les années 70, qui ont été rangés comme ça, qui sont très peu documentés. Et on sait pertinemment, à force d'aller se promener dans cet endroit, qu'il y a des fragments qui recollent. Mais ce serait un travail gigantesque, c'est du marbre, c'est extrêmement lourd. Et un collègue évoquait le fait qu'avec les outils disponibles aujourd'hui, il pourrait relativement facilement faire une photogrammétrie ou un petit modèle 3D de chacune de ces stèles, et avec des outils de reconnaissance d'image, regarder quels sont les fragments qui collent ensemble, sans qu'on ait besoin, je ne sais pas si vous imaginez, de trimballer, juste pour... Parce qu'on fait du collage céramique hein, avec des petits fragments, c'est très facile de se promener avec un fragment et de tester sur une dizaine d'autres, mais avec des stèles qui font plusieurs dizaines de kilos, c'est beaucoup moins facile. Donc voilà, on a ce type de... Comme nous, une grande partie de notre travail, c'est de recoller les choses que les gens ont cassées il y a très longtemps. Alors, c'est une des pistes, et j'avoue qu'en céramique, ce serait un peu un rêve absolu de pouvoir, je sais pas, scanner tous les tessons et ensuite magiquement savoir lequel va avec lequel. Mais comme c'est pas du tout rentable, je doute qu'un jour il y ait une application dédiée à ce type de reconnaissance d'image. Mais ça fait partie, il y a beaucoup en ce moment en archéologie de tests sur les usages de l'IA en lien avec ce type de modèle 3D pour la recherche et pour la mise en... Ça m'y faisait penser sur la préservation et la restauration, donc tout ce qui est fragmentaire. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit ou non? Bon, si ce n'est pas le cas, on va conclure cette table ronde.